Striptease est une émission de documentaire belge créée en 1985. La plupart des épisodes sont disponibles sur le site RTBF1, là où elle a originellement été diffusée. Elle a ensuite été diffusée sur Canal+, puis sur France 3 et sur RMC Story. Alors sur RMC Story, c'était pas des vrais striptease, mais bon. Aux commandes de cette émission, Jean Libon et Marco Lamèche, deux cinéastes journalistes qui en avaient marre de ces émissions documentaires qui expliquaient tout aux spectateurs. Il critiquait ces émissions docu-cu en disant si quelqu'un se brosse les dents à l'image, on avait une voix off qui nous disait qu'il se brossait les dents. Jean Libon dit qu'il a juste comblé un manque et que c'est pour cela que ça a marché. Il manquait des images réelles et crues sans artifice, le tout sans être complaisant. Libon a travaillé d'abord dans le documentaire de faits divers pour ensuite se tourner vers les documentaires naturalistes comme Striptease. Que vous ne connaissiez ou pas Striptease, l'émission qui vous déshabille, je vais vous expliquer ce que c'est. Bonjour, c'est Drawer et je vous souhaite un bon voyage dans les méandres de Striptease. Striptease, c'est une équipe de télé qui va chez des gens qui pourraient vivre à côté de chez vous. D'ailleurs, le parallèle avec le film C'est arrivé près de chez vous du regretté Rémi Belvaux est très correct au-delà du fait de sa nationalité belge qu'il partage, mais par le fait qu'une équipe télé suit une personnalité à part. Vraiment très à part, mais bon. Et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Le film culte avec Paul Wood se défend d'ailleurs dans l'émission Félix sur la RTBF en disant « Le tueur, c'est un prétexte, une manière pour nous d'amener une réflexion sur les médias. On n'aime pas la démarche de Striptease en soi. Je trouve qu'on peut faire dire n'importe quelle connerie à n'importe qui si c'est bien monté. On a l'impression qu'ils savaient déjà comment ils vont réaliser leur film et ils ne le disent pas. Quand un type passe à la télé dans Striptease et qu'il passe pour un con, il a l'air d'un con pour quelques années. La particularité des protagonistes de ces films documentaires est qu'ils sont socialement décalés. Ils y filment des riches, des pauvres, des handicapés, des gens malades, des sans-domicile, des enfants, des vieux, des patrons, des employés, etc. Bref, tout le monde y passe à partir du moment où il y a un point de vue social intéressant. Évidemment. L'équipe de télé filme les acteurs et ils n'orientent pas les personnages à jouer des rôles. Quand on regarde d'autres émissions comme Tellement Vrai, on sent qu'on est devant des cas sociaux particuliers et assez similaires à ceux de Striptease. Cependant, on sent que c'est mis en scène. Je suis top. Quand je pose devant la glace, ça peut prendre de 2 à 3 heures, tu vois. De plus, le montage ultra dynamique avec tout un tas de voix off et de musique font que ça sonne super factice. Comme à son habitude, Dorian se présente comme une star alors qu'il n'est rien du tout. Tout l'art de Striptease est que les caméras arrivent à se faire oublier. La situation que vous vivez est tellement importante pour vous que l'équipe qui est à vos pieds là-bas, les mêmes du salon de coiffure, vous en foutez. Donc la situation est chaude, la caméra est froide. S'il y a un secret dans Striptease, c'est ça. Qu'elles sont là, mais que les gens filmaient déambulent sans faire attention à celle-ci. Est-ce que vous voulez un petit cigare pour vous détendre? Ah non, on va pas fumer le cigare à la télévision. Mais c'est pas la télévision, et c'est pas pour vous, c'est pour moi. Ça choque. Elle s'en va? Oui. C'est pour toi la Oui. télé. Oh mon Dieu. Oui, je suis désolé. Allume-moi le cigare. Ah bah voilà. Qu'il n'y a pas de montage nerveux, pas de musique, pas de portrait particulier et surtout aucune voix off. La seule voix off qu'il y a, c'est celle dans votre tête qui vous renvoie à vous-même ou au monde dans lequel vous vivez, quoi. J'ai le seum. Quelques 870 films auraient été tournés pour l'émission, 571 sont répertoriés sur Wikipédia, à chaque fois ou presque une équipe différente, à chaque fois des sujets différents, et les temps vont de 15 minutes à 50 minutes le sujet. Il existe aussi un long métrage qui s'appelle Ni juge ni soumise, qui est sorti en 2018 et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Parfois touchantes, parfois dérangeantes, les tranches de vie filmées par l'émission Striptease ne vous laisseront pas indifférents. Nous avons souvent l'impression que l'émission se moque des gens, mais les créateurs s'en défendent évidemment. Il faut avoir un regard personnel sur la situation. Si cela vous fait rire, sachez que cela ne fera peut-être pas rire une autre personne. C'est une question de ressenti. Il faut savoir prendre du recul sur la situation et après vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce qui est positif ou ce qui ne l'est pas. Les épisodes les plus cultes de l'émission mettent en scène des classes sociales assez basses, voire très basses, et souvent des personnages ruraux, vivant un peu en marge de la société. Mais Striptease ne dresse pas seulement des portraits de personnages atypiques, elle s'attarde aussi et surtout sur les situations de ceux-ci, comment vivent-ils, quels sont leurs projets, etc. Et je parle comme un gars de zone interdite, à qui profite ce business. Souvent on a l'impression que l'émission Striptease s'attarde que sur les cassos. Bon, il y a un peu de vrai là-dedans, mais en fait, l'émission s'attarde surtout sur des personnages hauts en couleur. Libon nous explique que son émission se veut être un kaléidoscope de notre société. Des grandes gueules, des bofs, des racailles, des illuminés, des gens malades, des jeunes, des vieux, des racistes, des alcooliques, des passionnés, des riches, des pauvres, des gens perchés, des gens tristes, des gens heureux, des célébrités, etc. Tous les profils peuvent se retrouver dans Striptease. Après, comme je vous le disais, il y a clairement des profils cheap, des gens à la personnalité assez décalée pour dresser un portrait original et intéressant d'une personne, au final, qui n'a pas l'air de l'être. Sur place, une équipe de 3 personnes uniquement, le cadreur, le réalisateur et le preneur de son.
Alors voilà, une équipe plutôt réduite afin de se faire oublier pendant les repérages et pendant les tournages bien sûr. Une chose assez notable dans les épisodes de Striptease, c'est qu'il y a souvent un moment de la narration qui nous échappe. Des portes ouvertes qui ne sont jamais fermées, des détails qui nous sont donnés qui attisent notre curiosité un maximum pour nous laisser frustrés à la fin, obligés de débattre avec quelqu'un ou bien de se poser la question sur cette micro-info semée au spectateur au milieu de son visionnage avec tout le reste en marge. En fait, tu es devant ton écran et tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce personnage dise à l'autre ce truc-là à ce moment précis? Totalement décousu de tout le reste, le spectateur est obligé de se poser la question. D'ailleurs, Libon disait que, grâce à Striptease, le téléspectateur n'était pas pris pour un idiot, qu'à la fin d'un épisode, il pouvait éteindre la télé et commencer à débattre avec des gens qui regardaient avec. Par exemple, dans l'épisode archi-culte de Dr Lulu, qui est mon épisode préféré soit dit en passant, où un gars visiblement très pauvre se prend pour un médecin généraliste et essaye de soigner son pote SDF. Le film le plus rigolo et le plus sérieux de Striptease. L'histoire du docteur Lulu, médecin autodidacte et grand guérisseur de clochards. T'as attention, 45, t'as attention. Oh, t'en as beaucoup, ça. Non, tu montes de tension, t'as grossi. 45 Ouais, non, 45, ça va encore. Le docteur Lulu a un autre ami donc qui passe à la maison lui faire un coucou. Mais Lulu n'est pas content de le voir et s'énerve immédiatement pour le foutre dehors. Lulu, tu fais le con. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer? Pourquoi n'est-il pas content de le voir? Allez hop, j'ai pas besoin d'emmerdeur. Nous ne le saurons jamais. Ou encore dans l'épisode Décollage immédiat, épisode que j'adore aussi rempli de punchlines à la Audiard. Je sais pas quoi faire. Bah tais-toi. Un père vit avec son fils adolescent, franchement on dirait Rick and Morty, et se lance dans la confection d'une mini-fusée que le fils doit faire décoller pour l'école. Bon et bien à la fin de l'épisode, le père borde son fils dans son lit, son fils il a environ 16-17 ans, comme un enfant de 3 ans, et lui met la musique et tout, bref. Son fils râle et le père répond « Oh, moi j'en ai besoin de ça. Hein, j'étais privé pendant 10 ans de ça. Si? Connais? Et toi, t'es là devant ton écran, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Il a fait de la prison? Ou elle est où la mère? Mais qu'est-ce que le fuck? Les fins d'épisode ont toujours cette particularité de nous laisser en suspens avec une fin un peu douce amère sans savoir trop ce qu'il se passe. Juste faire un constat de la situation et nous laisser tirer nos propres conclusions. Parfois les images de fin montrent tout le décalage ou l'ironie de l'histoire du film. Par exemple dans Piercing et Signe, une jeune femme n'arrive pas à suivre des cours d'école normalement et fait les tests pour s'engager dans l'armée. Sauf qu'elle est pas du tout physique, elle sera pas prise au test. L'image de fin la montre en train de tirer à la carabine à la fête foraine, ce qui montre toute l'ironie de la situation. Elle tire pas du tout sur le champ de bataille et en est très loin. Striptease a aussi le talent de faire des titres astucieux remplis de jeux de mots et compagnie qui, quand on les lit pour la première fois, on se dit mais de quoi ça va parler? Et c'est parce que ça n'a rien à voir avec l'épisode. Et puis tout à coup dans l'épisode, on entend le titre dans les dialogues et là on se fait du génie. Par exemple, dans l'épisode mythique de 600 grammes de hachis, épisode de 50 minutes où l'on y suit un jeune réalisateur qui veut réaliser son premier film avec 500 000 figurants, oui, rien que ça. Bon, le gars a carrément pas les pieds sur terre, il est complètement à côté de la plaque pour réaliser son projet, et ça en est super drôle. Il y a beaucoup de gens qui couchent pour réussir. Moi non, parce que ça voudrait dire que je couche avec moi-même. Ou triste, hein, selon. Vous me direz, c'est quoi le rapport avec 600 grammes de hachis? Eh bien, un moment, il va voir un boucher charcutier dans un centre commercial pour lui proposer un rôle dans son film, juste parce qu'il le trouve charismatique. Au final, le boucher, il en a rien à branler, et retourne à son boulot en disant à un autre client « 600 grammes de hachis, c'est ça ?» Je trouve que ça résume bien le projet du pauvre réalisateur en herbe. C'est à qui? 600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. Alors pour vous donner quelques exemples de jeux de mots dans les titres que je vous ai expliqués précédemment, il y a Rock'n'Roll, il y a les tontons squatteurs, par rapport au film, et il y a Madame est saisie, par rapport à Madame est servie, c'est du génie. Bien sûr, Striptease, c'est un générique emblématique qu'on reconnaît au premier coup d'oreille, avec une musique très particulière, je vais vous expliquer, et des couleurs criardes. Voilà, c'est vraiment un tableau qui s'anime, qui est repris de certains épisodes. Le générique de l'émission Batou Mambé est une reprise d'un groupe malien, l'orchestre régional de Ségou, par la fanfare bruxelloise Combo Belge. Petite parenthèse, Combo Belge est un jeu de mots, là encore, par rapport au fait que il y a eu le Congo belge qui était une colonie belge. Il fallait quand même oser faire ce jeu de mots. Il fallait oser. En 1885, les puissances occidentales offrent au roi des Belges Léopold II un immense territoire grand comme 80 Belgiques, le Congo. Jusqu'en 1960, le souverain et ses successeurs saignent à blanc ces terres qui regorgent de richesses. Le petit royaume déploie une violence inouïe, à tel point qu'en 75 ans, à force de massacres et de travail forcé,
la population locale chute de 20%. Des historiens parlent de 10 millions de morts. D'ailleurs, une émission annexe créée par les créateurs de Striptease, qui s'appelle de manière plutôt provocatrice « Tout ça ne nous rendra pas le Congo », fait un clin d'œil à cela. Dans cette émission, dans l'esprit Striptease, mais plus moderne, on pourra voir la fameuse Madame le Juge, dans une trilogie d'épisodes nommée Le flic, le juge et l'assassin, où l'on suit une affaire de meurtre en Belgique complètement folle. Je vous la conseille chaleureusement, encore une fois. Enfin, je veux dire, on y voit une autopsie et ils y trouvent dans le ventre des frites. En Belgique. Enfin, c'est complètement cliché. À manger en rentrant chez toi, excuse-moi, c'était quand même pas dans un... Moi quand je suis skaté, je plonge dans mon cul, je bouge plus. Hein. T'as de la friteuse, mais les frites ça dure 3 minutes. Manger, c'est pas faim, j'étais pas dans un état tout à fait... J'avais rien mangé depuis... Comment tu peux te souvenir de ça si tu te souviens? Je veux dire, c'est d'accord, cuisiner, c'est à faire des frites, c'est quelque chose qui marque, on retient. D'ailleurs, Madame la Juge aura droit à son long métrage, comme je vous l'ai dit. Ni juge, ni soumise, mais on y reviendra plus tard. Truc très sympa dans le générique, c'est aussi un poème récité par Martine Matagne, la regrettée, une animatrice radio belge qui donne un peu de légèreté et de poésie à ce que l'on va assister. On peut à Dieu se consacrer et vivre en pays de cocagne, mais garder le sens du sacré, le cul, le caviar, le champagne. Certains épisodes sont vraiment de petits films qui sont cinématographiquement très intéressants, le montage est excellent et les angles de caméra sont eux aussi vraiment adéquats à la situation. Le tout sans bande sonore, on s'approche clairement du film de Dogme. Pour en savoir plus sur le film de Dogme, je vous invite à voir ma vidéo sur le film Festen. Aussi, les épisodes de Striptease, comme vous l'avez compris, sont très ancrés dans le réel. Aucun artifice n'est inséré dans le montage. Cependant, les codes narratifs, le montage, les prises de vue utilisées sont souvent agencés de sorte à ce que parfois, on a l'impression de regarder un film de fiction. Dans l'épisode Show Business, un docteur vivant dans un manoir a congelé sa femme dans l'espoir de la faire revivre plus tard. Déjà, le plot est celui d'un film de fiction, mais il n'en est rien. Vous allez voir, il y a un plan où il y a une horloge, une vieille horloge qui pointe sur 14 heures pétante avec un reflet sur un miroir et un long couloir et un vieux qui passe comme ça à travers. Franchement, on dirait un fantôme, on dirait un putain de film d'horreur. Puis ça tombe toujours en panne entre le samedi 20h. C'est abominable, hein. Abominable. Dans l'épisode 20 ans, une jeune fille fête ses 20 ans. Et il y a une scène qui a été mise en scène cinématographiquement, je trouve, hein, qui m'a beaucoup plu. En gros, on y voit un arbre avec des jeunes qui discutent juste dessous, avec des stroboscopes parce que c'est une giga soirée. On dirait clairement, parce qu'en plus on comprend rien, on dirait un film de Gaspard Noé. Il y a un peu de gens qui auraient du sexe ce soir. Une attention toute particulière est apportée au personnage, en effet. On est ici pour dresser un portrait sociétal. Les émotions sont souvent ponctuées par des silences extrêmement bien timés, puisque réels, qui nous mettent en empathie ou en malaise sont les cas. Mais on va voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Vous répondez pas? Il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Il faut que le caméraman et le preneur de son soient disponibles et inspirés sur le moment. C'est l'art de l'improvisation pour capter l'essence d'une scène. Son comique, son tragique ou des moments de suspens où l'on ne sait plus quoi ressentir. Moi je sais comme ma sœur a ses règles. Dans un long métrage fictionnel, le metteur en scène sait où il veut nous mener. Ici, les acteurs qui n'en sont pas sont les seuls à choisir malgré eux où ils veulent bien nous mener. Bien sûr, parfois le réalisateur sur place met des petits coups de coude. Comme elle nous menaçait, cette dame, parce que moi je voulais pas diffuser ces images-là. Elle nous a menacés en disant « Je te préviens que si tu répètes ce que je te demande de faire ou quoi que ce soit dans cette émission, c'est fini votre duo. Ton duo, déjà vous n'êtes pas connu avec Sullivan, c'est fini !» L'art du montage et le choix des séquences va permettre au réalisateur de mettre l'emphase sur les choix narratifs et les choix de réalisation qu'il a pris, mais le côté naturaliste du documentaire va laisser le spectateur un petit peu sans parti pris. Enfin voilà, il ne sait pas où se placer par rapport au choix du réalisateur. C'est le spectateur qui décide. On va pas se mentir, quand on regarde un striptease, on est souvent dans un malaise intégral, parce que les personnages sont tirés du réel, évidemment ils sont réels, mais ils sont tellement fantasques et décalés par rapport à la société dite normale, que souvent on sait pas trop comment réagir à ça, on se prend ça plein la gueule, et puis on connaît pas, donc on est
on est dans la gêne. On pense à Comique, où deux gars se lancent dans l'humour mais ne sont clairement pas prêts. On pense aussi à Recherche bergère désespérément, où un jeune fermier rencontre grâce à une agence une jeune fille roumaine dont il tombe amoureux. Mais bon, elle n'est pas faite pour la vie à la ferme et ne parle pas un mot français. Bref, toutes les scènes de cet épisode sont ultra malaisantes, mais la scène du repas en particulier nous met bien. On se croirait clairement dans Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Faut pas grossir, hein. Oh là 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 là. T'es content? Oui. Oui. Il va pas se marier dans 10 ans, hein. Bref, tous les personnages sont un peu aveuglés par un détail de la situation et nous, en tant que spectateurs clairvoyants qui ne sommes pas dans l'action évidemment, nous pouvons mettre le doigt sur le problème évoqué et mis en valeur par le réalisateur du film. Exemple de personnage complètement dépassé par les événements, dans Brigitte au boulot, une femme travaille dans les impressions de t-shirts et ne sait même pas ce qu'est la sérigraphie et en plus elle fait sa petite chef avec ses employés alors qu'elle se noie dans un verre d'eau. Je vais être honnête avec vous, je sais même pas ce que c'est la sérigraphie. Dérapage, je suis un gars qui a planté la voiture de sa nana. Sabaigne montre une élève en échec scolaire en REP, malgré un directeur qui se donne corps et âme pour accompagner cet enfant qui a subi un choc émotionnel. Sarah n'est plus du tout dans une attitude scolaire. Cette situation est très inquiétante, car elle relève le mal-être de Sarah. Dans Nénès fait du foin, on peut voir un homme qui a acheté des vaches qui sont malades, probablement de la vache folle, et qui ne sait plus quoi faire, le pauvre. Des vaches sans numéro. Il faudra bien qu'il en sorte quelque chose. Enfin, ils ont piégé, ils ont piégé l'étranger, c'est ça quoi. Une aile va se faire tuer avec moi pour gagner, pour avoir gagné à bouffer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et je vous préviens que si un peu pas, ça va péter des flammes. Ah putain là! Déjà comme faire brailler la gueule à cause d'une armée de fumier de voleurs hein. En tant que spectateur, nous avons envie souvent de voir ce que sont devenus les protagonistes de Striptease et il y a des épisodes qui voyagent dans le temps, 5, 10, 15 ans, je sais pas, et donc on peut retrouver ces personnages plus tard. Aussi, on peut retrouver ces personnages parfois dans des interviews, il y a sur le YouTube de Striptease des interviews des personnages, mais genre 20 ou 30 ans plus tard, notamment ceux de Décollage immédiat que je vous invite à voir qui sont assez sympa. Par exemple, tiens à droite, épisode où l'on suit des néo-nazis. Qu'est-ce que c'est vos gauchistes? Fumer des pétards, grosse barre plonge-feu. Oh, moi je suis Pizenlov, je fais rien. C'est ça votre nom? Possède un épisode où on voit le couple 5 ans plus tard, où ils attendent un bébé. Sa femme attend une fille et le père dit que c'est de la merde. Il dit que c'est de la merde car il pourra pas en faire une skinhead. Une belle figure paternelle en devenir. Je voulais pas une fille. Pour moi, il ne sera pas bienvenu, franchement. Il y a des skinhead girls là. Bon, il en faut, Fabien. C'est gentil. Ça vaut rien, c'est de la merde, c'est tout. Les petites filles modèles en 93 à poursuite, un petit couple modèle en 2002, soit 10 ans plus tard. Il m'a dit, fais-moi montrer tes seins. Je fais dans ton cul. Tout salaire mérite travail en 99 à poursuite n'est cassé en 2003, donc 5 ans plus tard. D'ailleurs, ces deux épisodes sont vraiment des incontournables. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un top 10 des épisodes qu'il faut absolument regarder. Aussi, l'émission Striptease met souvent en scène de l'alcool. Hein. Bon, voilà, l'alcool, c'est pas bon pour toi, mais pour un personnage de l'émission Striptease, ça crée du décalage et forcément, ça crée des dialogues très très cons ou des situations voilà, qui vont être décalées parce que l'alcool, voilà, ça rend plus folle. Et ça, c'est du pain béni pour l'émission. Dans l'épisode de Docteur Lulu notamment, alors là, on nage dans le vin rouge. Ils sont sans cesse en train de boire un petit canon, ils se font plaisir. Hop, 42. Allez, on va être une microbe. Hein. Ah, s'il fait beau, ça va. Peut-être temps à la con. Hein. Allez, docteur Lulu, encore un verre et ça ira. C'est comme ça que tu m'as soigné, toi. Et ça se voit un petit peu quand même qu'ils sont bourrés. Dans Pastis sur ordonnance, un docteur généraliste est aussi barman et est tout le temps en train de putain de picoler. Dans la scène finale de cet épisode, il est dans son cabinet et il est en train de décuver au boulot, le regard dans le vide. Alors, ce qui est également intéressant, c'est le confort avec Moneva à 30 gamma. C'est que vous avez toujours possibilité de réparer un éventuel oubli au bout de 12 heures. Et puis surtout, on assure une bonne tolérance au niveau des cycles. Vous avez très peu de phénomènes de saignement. Dans l'épisode Le fils à maman, un gars qui doit avoir 50 piges et vit chez sa mère qui a 72 ans après avoir perdu son travail. Ce n'est pas mentionné dans le film, du coup on pense que c'est juste un parasite. Ils vivent clairement dans la pauvreté et sa mère fait la manche pour obtenir 3 sous qu'elle redonne à son fils. Et à tous les cocus là, bâchez. Pour que celui-ci aille se payer des bières au bistrot d'en face. Ça colle, j'ai les couilles qui me...
Cet épisode est très émouvant car il nous montre l'amour véritable mère-fils. Il y a une scène avec un je t'aime, illuminé d'un regard qui est vraiment plein d'amour pour le coup. Laisse-moi sur ma télé. Excusez-moi les filles, je garai la moto. Enfin bon, vous l'aurez compris, même si l'alcool n'a pas toujours un impact décisif sur les personnages, il est toujours, ou alors plus ou moins, très souvent dirons-nous, dans les parages. Parfois, nous pouvons suivre des combats menés par des gens qui en ont gros. On pense à l'épisode Fumier, dans lequel une fermière ne veut pas dégager la bouse de ses vaches qui empiètent sur la propriété des voisins venus de Paris. Elle ira jusqu'à mettre du placenta de vache devant la porte des parigots, s'il te plaît. Monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche, et j'ai pas peur des mots, monsieur. C'est un gars que j'estime, je l'aime bien, il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'ait pas de couilles. D'accord. Ça va se terminer par un drame. Les Tontons Squatteurs est un épisode dans lequel des gars essayent de squatter des bâtiments inoccupés car ils n'ont nulle part où aller, mais comme c'est interdit, ils s'organisent pour ne pas se faire prendre. Vous l'aurez compris, tous les héros ne portent pas de cape. Ne l'oubliez pas, on compte 2 millions de logements inoccupés. Striptease met beaucoup en avant la misère sociale, en témoigne l'épisode Double Peine, où une famille avec 10 enfants se fait aider par les services sociaux, mais font les fines bouches avec un maximum de mauvaise foi, et c'est très gênant, sachant qu'il y a des gens sans abri qui auraient été, j'imagine, bien contents. Norme, ici, mais ça va pas, mais c'est inadmissible. L'épisode le plus culte de tous est celui de la soucoupe et du perroquet, qui met en scène une mère de 80 piges et son fils de 50, qui, pas du tout fun fact, aurait fait de la prison pour attouchement sur mineur. Ils sont complètement dans les nuages. Lui fabrique une soucoupe volante en bois dans leur jardin, mais très premier degré. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien, hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Et elle parle à son perroquet mort. Et voilà. Ils vivent en vendant des poireaux sauvages et de vieilles cartes postales. Ils ont un projet commun assez idéaliste et ils ont l'air plutôt heureux, donc ma foi, un peu de poésie dans ce monde ne fait pas de mal. Dans Faits divers, une mère russe en France, avec un visa périmé, élève ses 2 filles sans le sou, et celles-ci font preuve d'une immense maturité due à leur obligation à se débrouiller sans argent. Maintenant, là, je suis pauvre, mais par rapport aux quelques Russes, je suis beaucoup plus riche. En Russie, le dernier temps, je mangeais que des pâtes. Aussi, les problèmes de racisme sont parfois mis en avant et pointés du doigt. Bon, faut savoir qu'à l'époque, dans les années 80-90, le racisme ordinaire était quelque chose qui n'était pas trop contrôlé ni pointé du doigt parce que, bon ben voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc., etc. Du coup, ça ouvre la porte à tout un tas de répliques très difficiles à écouter aujourd'hui. Un festival de punchlines racistes peuvent être écoutés dans Charité bien ordonnée. Ah ouais, les juifs ils sont encore pires que les musulmans. Épisode dans lequel une femme aide les populations les plus désœuvrées, mais avec un racisme des plus totales. Si t'es raciste, fais pas dans le social. Même si la plupart des épisodes sont des sujets assez divers et variés, il y a souvent, enfin parfois, des petites pointes de poésie, évidemment, et surtout d'amour. L'amour d'un parent, comme je viens de vous en parler, ou dans l'épisode Faïma la rappeuse, où une mère de famille essaye tant bien que mal, et malgré sa situation plutôt précaire, de faire en sorte que ses fils ne tournent pas mal. Dis-toi une chose, c'est de la merde. La merde, ça pue. Tu sais, quand tu mets... Fais l'expérience, tu prends ta main, tu la mets dans la merde, et après tu la laves. Tu la laves, le savon, tu froid, il y aura toujours l'odeur. Tu comprends? La merde, quand tu la vois, tu la laisses sécher. Dans l'épisode Montpierre, un couple de seniors nous montre leur amour à travers discussions, jardinage, danse, avec des phrases du style « c'est pas tout à fait loupé puisqu'on est tous les deux ». Des gens simples, vrais, qui s'aiment d'amour. Moi, je trouve ça beau. Dans l'épisode Mon prince charmant, Mimi, une jeune fille lourdement handicapée de la colonne vertébrale, tombe amoureuse d'un garçon et elle ne cesse de croire en l'amour et reste optimiste malgré sa situation et ses douleurs. On m'a revissé avec un tournevis et en même temps, il y a une certaine force, tu peux plus revisser. Et là, le tournevis, il faisait pas clic, alors Madame Caillas continuait et j'avais trop mal. Une vraie leçon de vie et de courage donnée par une enfant. D'ailleurs, cet épisode voyage aussi dans le temps. Aucun regard moqueur dans ce genre d'épisode, juste une tranche de vie à laquelle nous avons la chance d'assister. Cela nous rend plus humbles, nous offre de nouvelles perspectives, une autre vision de certaines choses. Cela permet aussi de relativiser notre situation parfois. Striptease est formidable dans ces instants de grâce où elle arrive à filmer toutes les émotions humaines avec une intensité remarquable.
Alors quelquefois, les réalisateurs de striptease suivent des personnalités publiques plus ou moins connues, plutôt moins que plus, qui ont très souvent des grandes gueules. Ah, si t'as une grande gueule sur striptease, c'est le top. Un épisode suit le regretté et sympathique Nicolin, qui est entraîneur de l'équipe de foot de Montpellier et qui s'occupe d'une entreprise de nettoyage urbain sur cette même ville. On a pris du ventre, hein? On peut, ouais. Le parapluie de Cherbourg suit aussi le regretté Jean-Pierre Mocky. J'ai enlevé ces deux cons qui sont là-bas. Allez, moteur, putain de merde! Qui est un réalisateur français qui avait l'habitude d'hurler sur ses tournages. Question qui m'a jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. L'édition C'est pas de la littérature en 2009, dans lequel on peut y voir Jean d'Ormesson. Certains ne sont pas des stars connues, mais servent des stars, comme par exemple un épisode où on peut suivre le chauffeur de Jacques Chirac. Crac, crac. En 2018 sort au cinéma le premier documentaire Striptease, le premier film de Jean Libon, qui dit que c'est une fiction dans la réalité. Qui suivra donc Anne Gruvez, une juge à Bruxelles, qui va essayer de résoudre entre autres l'assassinat de 2 prostituées dans une cold case. C'est dans cette affaire-là que j'ai appris qu'on pouvait avoir, tenez-vous bien, un anus complaisant. Comme je vous l'ai dit, Anne Gruvez a été suivie auparavant dans plusieurs épisodes de l'émission. C'est une personnalité haute en couleur qui n'a pas la langue dans sa poche et elle fait clairement le show. Mais votre avocat va s'en... Non, je serre jamais la main de malfrat, réfléchissez de... Bah oui. À la fois drôle, très maternelle avec les clients à juger, comme elle les appelle, etc. Cette juge est très détachée des cas qu'elle traite, ce qui la rend un peu froide, mais en vrai, elle est loin d'être une machine. Mon ex-femme est partie, j'avais un peu les enfants pour me consoler, mais alors j'ai adopté un chien pour... Remplacer votre femme. Voilà, hein. Le film a demandé 3 ans de tournage, beaucoup de repérage pour bien préparer l'émission, et ce film est une bonne prolongation des épisodes passés. Ici, on peut y voir l'utilisation des moyens technologiques pour résoudre des enquêtes, on peut y voir un prélèvement lors d'une exhumation en plein air, voilà, on se régale. C'est assez surréaliste quand même. Il y a une scène de fin que je ne veux pas vous spoiler, où une personne est plus ou moins possédée par le démon. C'est un délire. J'ai retiré le couteau pour voir la couleur de son sang. Je suis complètement taré! Alors oui, certains épisodes de striptease ont provoqué la polémique. L'émission a été taxée de misérabiliste, cruelle, voyeuriste, et elle a même été traitée d'ultra télé-réalité. Alors évidemment c'est pas une télé-réalité parce que là ce sont des gens qui sont en plein air dans leur milieu naturel. La télé-réalité, on suit des gens qui sont enfermés et qui font un jeu. Debout, hein! Alors tu remontes, hein? Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu! Tu dors aujourd'hui! Avance! Qu'est-ce que tu fais? Tu cours sur le terrain ou quoi? Certains disent même que striptease méprise les classes les plus basses. Mais elle maîtrise aussi les classes les plus hautes. En fait, striptease méprise tout le monde. Pas de jaloux. Après, certains protagonistes de l'émission ont quand même porté plainte contre celle-ci en les accusant de manipuler les images. De les manipuler eux et de filmer quand ils ne sont pas censés filmer. Les participants de l'émission comique ont tourné un court-métrage sur leur chaîne YouTube, un court-métrage parodique de l'émission qui met en scène une réalisatrice peu scrupuleuse qui veut avoir des images chocs à tout prix, même s'il faut passer par la case trucage de la réalité. Il faut savoir que le film n'est jamais montré aux protagonistes avant la diffusion de l'épisode, afin de garder l'esprit de l'auteur. L'épisode du berger qui cherche sa bergère désespérément mettra fin à l'émission, car le pauvre Damien crie au suicide. On y voit un trafic de femmes, la roumaine Roxana du film était mineure pendant le tournage, etc. La marieuse a même été menacée de mort. Enfin, je veux dire, on atteint quand même le bout du bout. Cet épisode a fait une tollée chez les spectateurs, clairement. Le poids des réseaux sociaux a beaucoup joué sur cet épisode parce que les gens partageaient leur mécontentement alors qu'à l'époque, ils envoyaient des lettres et les lettres, elles restaient souvent dans leurs enveloppes et elles faisaient pas de mauvaise pub à l'émission. Mais alors, pourquoi regarde-t-on Striptease? Pour se moquer? Pour regarder une histoire ultra réelle dans un contexte qu'on ne connaît pas? Chacun trouvera quelque chose à prendre dans cette émission culte, qui n'existera peut-être jamais plus sous cette forme, et qui a eu une durée de vie assez longue pour nous proposer un nombre très élevé de films qui sont plus proches du langage cinématographique que télévisuel. Et d'un point de vue cinéphile, rien que pour cela, Striptease a été extrêmement novateur dans le monde de la petite lucarne. Et je lui tire mon chapeau.
Voilà, comme promis, je vous donne maintenant 10 épisodes à voir si vous n'avez jamais vu d'épisodes striptease. Alors évidemment, ce sont des goûts subjectifs, mais il y a des épisodes cultes qu'il faut absolument voir. Donc Recherche bergère désespérément, donc c'est l'épisode qui a fait arrêter l'émission. Elle est nickel, c'est un épisode avec des escrocs qui rachètent des bagnoles. Au pays des merveilles, c'est un épisode que vous avez peut-être déjà vu parce qu'il y a beaucoup de mèmes dessus. C'est des gens qui n'arrivent pas à utiliser Windows à l'époque où les ordinateurs débarquaient. 600 grammes de hachis, donc c'est l'apprenti réalisateur dont je vous ai parlé. Au doigt et à l'œil, ça suit des aveugles qui dans le milieu du travail. La mémoire qui flanche est un épisode très triste, mais qui est super bien réalisé sur une dame qui a Alzheimer. Docteur Lulu avec le célèbre docteur SDF. Décollage immédiat avec une relation père-fils formidable. Pastis sur ordonnance, c'est un médecin généraliste qui est aussi gérant d'un bar et qui s'alcoolise toute la journée et qui fait du saut élastique. Bon bref, incroyable. Et la soucoupe et le perroquet, où comme je vous l'ai dit dans l'épisode, une femme est avec son fils et voilà, garde un perroquet dans une boîte et son fils construit une soucoupe volante dans le jardin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos épisodes préférés. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!